Bonjour YouTube, séance des questions d'actualité au gouvernement, séance du 18 février 2026, il est 15 heures. Gérard Larcher s'assoit au plateau et nous allons avoir le droit à une nouvelle séance. Voilà, comme d'habitude, 2 minutes par intervenant par question, possibilité de répondre une fois si on n'a pas épuisé son chrono des 2 minutes. Et voilà, et aujourd'hui au programme 16 questions qui vont occuper les groupes politiques contre le Sénat, alors que ça commence à avoir un peu les pétoches des élections sénatoriales, hein. On a eu quelques news, quelques off du Sénat, où ça commence à avoir un peu les pétoches de faire campagne pour les sénatoriales. Mais bon, on n'y est pas encore. Nous, on aura l'occasion de suivre ça sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater la campagne des sénatoriales et ne pas être surpris fin septembre avec les résultats, et notamment quand votre humble serviteur aura été élu président du Sénat. Voilà. On y va, Gérard, parce que moi j'ai de la route, hein. On va y aller parce qu'on a de la route. Merci. La séance est ouverte. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, Ah, certainement le même hommage qu'à l'Assemblée nationale, du coup, par rapport au Liban. le lynchage à mort de Quentin Derenc Eh ben non, c'est de nous la a merde. tous horrifiés. Voilà, le Sénat va honorer la mémoire d'un J'ai avec vous néo-nazi. une pensée pour sa famille et ses proches. Oh là là. Comment, oui, comment ce qui doit rester dans le cadre du débat d'idées, comment peut-il conduire à une telle tragédie? Les discours de haine, l'intolérance dans notre société comme dans nos universités créent un climat de violence qui conduisent à des drames. Ah, c'est bien de parler comme ça avec l'extrême Leurs droite. Merci, auteurs Gérard, hein. ne peuvent s'exonérer de leurs responsabilités. Je le dis clairement, notre démocratie et notre Parlement ne peuvent l'accepter. Notre République ne peut le tolérer. Mes chers collègues, je vous propose d'observer un moment de recueillement à la mémoire de ce jeune. Le monde s'est dédoublé. Plus que jamais. Par contre, pas un mot sur effectivement les secouristes qui étaient au Liban et dont on a appris la tragique disparition, hein. Non, autant l'Assemblée leur rend hommage, autant le Sénat, rien à foutre, hein, voilà. Des gens qui donnent leur vie pour sauver des gens, ça les intéresse pas. Non, on va plutôt honorer la mort d'un néo-nazi, hein, qui veut salir et détruire la République, voilà, qui veut tabasser et tuer des gens. Mais bon, voilà, hein, il y a des priorités. Je vous remercie. Mais la République est endeuillée aussi. Ah, À chaque fois que des serviteurs de l'État trouvent la mort dans merci. l'exercice de leurs fonctions. Le 11 février, Sophie Fleurquin, médecin urgentiste, sapeur-pompier volontaire du Puy-de-Dôme, et le sergent Merci, Gérard. Maxime Pilitieri, pompier professionnel en Haute-Loire, ont perdu la vie alors qu'ils participaient à un exercice d'entraînement dans le massif du Sancy. Je voudrais, en votre nom à tous, adresser nos sincères condoléances aux familles, aux proches des victimes, mais aussi notre solidarité à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Voilà, effectivement, c'est le rôle du Sénat. De rendre hommage à des gens qui donnent leur vie pour sauver d'autres vies. Bon, on va pouvoir y aller. Salut Stafo, merci de nous rejoindre. Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je voudrais excuser l'absence de Monsieur le Premier ministre qui ne peut être présent parmi nous et à qui on souhaite le meilleur. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur la chaîne Chacun Twitch de observera Sacil, pour nos abonnez-vous. échanges le respect des uns et des autres. C'est bon de le rappeler en ces moments. Plus court alors qu'il y avait plus de personnes à du honorer. temps de parole. Ouais. Je vais donner la parole à notre collègue Martin Lévrier pour leur groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Et donc on commence en force avec les macronistes aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Permettez-moi, à mon tour, d'avoir un mot pour Quentin,
une pensée profonde pour sa famille, pour ses proches, pour tous ceux que son destin a bouleversés. Personne ne devrait mourir à 23 ans. La République s'épanouit dans la controverse et dans le respect. La violence n'y a pas sa place. L'idéologie ne sera jamais un alibi pour donner la mort. Donc ça y est, on va Justice enfin doit interdire être tous les rendue, groupuscules d'extrême et je droite. salue le travail déjà accompli par les forces de l'ordre et celles de votre ministère. Au-delà de l'effroi, ce drame agit comme un électrochoc. Il nous rappelle que la brutalisation du débat public, attisée par les extrêmes, en l'espèce par l'ultra-gauche ces dernières années, il faut le souligner, doit cesser. Ouais, par contre, Cet l'extrême homicide est droite, on n'en qualifié de parlera pas, volontaire hein. par le procureur de la République. Il m'énerve. Et les agissements du collectif La Jeune Garde, dissoute en Conseil des ministres en juin dernier, comme le permet la loi séparatisme, dont vous avez été un des moteurs, Monsieur le ministre, ont ravivé le débat sur l'efficacité concrète à la des marche du dissolutions 9 mai où il y avait des administratives néo-nazis. de personnes morales qui troublent gravement l'ordre public. Si elles permettent de marquer une condamnation politique et juridique forte, elles se heurtent parfois à des limites. Des groupuscules se reconstituent rapidement sous d'autres formes, parfois plus informelles, tout en poursuivant les mêmes activités. Ma question est donc la suivante. Merci, Quels Joël moyens Didier. le gouvernement entend-il Ah ouais, la mobiliser menace pour terroriste prévenir numéro un en France, c'est efficacement l'extrême droite. la C'est reconstitution là où de il y a ces plus entités d'attentats qui sont militantes visés. violentes et pour renforcer le suivi des individus qui en sont à l'origine, quand bien même ces derniers seraient des parlementaires? Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le ministre, quelles réponses opérationnelles seront mises en œuvre pour que la dissolution d'un groupement ne reste pas un geste symbolique, mais le point de départ d'une action pérenne en faveur de la cohésion républicaine et de la sécurité publique? Je vous remercie. Ah, les violences vous d'extrême droite répondre, ont encore de beaux jours La devant eux parole grâce est aux à macronistes. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Gérald Darmanin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, permettez-moi, comme je l'ai fait hier avec Monsieur le Premier ministre, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président du Sénat, Ça va être d'apporter terrible, au nom hein, la du réponse. gouvernement Accrochez-vous toutes nos parce que pensées pour la Moussa, il famille n'est pas de dedans. Quentin, pour tous ceux qui en France se sentent profondément touchés par cette violence politique qui tue. Ceux qui ont tué ont un nom, c'est l'ultra-gauche et l'extrême-gauche, et il est heureux que des personnalités politiques de tous bords puissent condamner désormais toute alliance politique avec la France insoumise, Allez, qui n'a la pas balle encore eu perdue. aujourd'hui les mots de compassion pour la famille de Quentin. Et comme monsieur Le monde s'est dédoublé. Et je le répète, hein, mais toujours aucune pensée pour les victimes de l'extrême droite. Et Depuis constater toutes ces malheureusement années, avec vous les que centaines M. de morts qui Mélenchon s'accumulent. n'a Pas toujours une pas minute pris de la silence, mesure du drame, pas un moment de recueillement, relativisant pas un le mot, meurtre pas d'un une jeune homme, mesure, pas une utilisant pensée des envers les mots familles, pour attaquer rien. personnellement des journalistes. Je pense à M. Aziza, je pense à ses collègues de l'AFP, et je pense aux attaques ad hominem personnelles, dont les propos fleurbons, parfois le rythme antisémite, comme les attaques contre M. Glucksmann lors de son meeting. Oh là là Nous là devons là. dire Mais ici, la comme l'a dit le quantité président de Hollande fake ce matin à la news et de, télévision, que jamais de plus post-vérité. la gauche raisonnable, responsable, laïque, démocratique ne s'allie avec la France insoumise. Oh là 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 là. Et accrochez-vous, hein, parce que Darmanin, j'ai vu 4 réponses. 1, 2, 3, Et cela ne doit pas être 4, ouais. Cela ne doit pas être seulement l'honneur de la gauche socialiste, dont j'ai dit comme M. Glucksmann, comme M. Hollande, mais je pense aussi à M. Gage, je pense à Mme Delga, je pense à M. le maire de Montpellier, qui porte haut ses couleurs. Ce va être l'honneur de la France de ne jamais plus s'allier avec un parti qui prend des propos antisémites et qui dit que la Jeune Garde sont leurs amis et permettent de tuer dans les rues de Lyon et d'ailleurs. Faut Donc il conclure. parle de l'extrême droite. Faut conclure. J'aurai l'occasion, Non mais tu lui Monsieur coupes la le parole là en sénateur, fait. j'aurai l'occasion de répondre au président Non, mais c'est Maluret fini. pour les dispositions que va prendre le gouvernement dans les Faut prochains jours conclure, et prochaines merci. semaines. Oh là 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 là. J'aime bien parce La que parole normalement est au ces propos-là on président devrait Claude Maluret pour le groupe dire Les Indépendants. contre République l'extrême et droite. Territoire. Parce que l'extrême droite, elle est condamnée pour ses propos Monsieur antisémites, le garde pour des ses Sceaux, violences, pour la ses tragédie morts. de samedi dernier à Lyon vient nous rappeler que l'extrémisme tue. Oh Et s'il là existait là. un prix du mensonge en politique, il serait remporté haut la main par Mélenchon pour cette phrase prononcée le lendemain du lynchage de Quentin Dorenc. J'ai déjà dit des dizaines de fois
que les insoumis étaient hostiles et opposés à la violence. LFI est né dans la violence avec cette formule désormais célèbre prononcée en 2012, tout conflictualisé. LFI soutient la violence sans jamais se tromper, en baisant la main de Poutine, de Castro, de Maduro et Khamenei, enjambant les flaques partout où le sang coule à flot. Et LFI mourra de la violence au fur et à mesure que la lumière sera faite sur l'incroyable proportion de délinquants au sein de ses députés, PGS, dealers, condamnés pour violences aggravées, violences sexuelles, violences conjugales, et jamais exclus ni du groupe parlementaire, ni du parti. Mensonge encore, Bompard déclarant au lendemain du drame « Nous n'avons rien à voir ni de près ni de loin avec cette affaire », alors que Mélenchon a déclaré que la Jeune Garde est une organisation alliée et liée au mouvement insoumis et qu'a été interpellé l'assistant d'un député LFI, lui-même fondateur de la Jeune Garde. La première question qui se pose est comment éviter que la tragédie de samedi n'entraîne un cycle de violence qui semble s'enclencher à Lyon avec la manifestation annoncée par des groupes d'extrême droite, car les extrêmes se nourrissent les uns des autres. Et surtout, comment établir un cordon sanitaire avec cette formation chaque jour un peu plus en dehors de l'arc républicain. Cette question, je ne la pose pas qu'à vous, monsieur le garde des Sceaux, je la pose aussi à la gauche républicaine. Tétanisée par LFI au moment de la NUPES et du NFP, elle commence à ouvrir les yeux. Mais à part les voix de Raphaël Glucksmann, François Hollande ou Jérôme Gage, je n'ai pas entendu grand-chose, si ce n'est beaucoup d'embarras. Il est plus que temps que la gauche coupe le lien avec une secte extrémiste, violente, anti-républicaine, communautariste et antisémite. Elle va être longue cette séance aujourd'hui, elle va être très longue. Il y va de son avenir politique, mais il y va surtout désormais de son honneur. La parole est au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Non, mais je ne cherche pas, c'est un concours de la surenchère aujourd'hui. Merci, monsieur le président du Sénat, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président Maluret. D'abord, à la suite de la question qui m'a été posée, je veux saluer comme vous, comme monsieur le sénateur Le Verrier, le travail qu'a fait le procureur de la République de Lyon, l'ensemble des policiers de la police judiciaire de Lyon. J'associe évidemment monsieur le ministre de l'Intérieur, qui en quelques jours ont interpellé, nous l'avons vu, dans des conditions qui sont dignes de la justice française, qui ne se rend pas sur les réseaux sociaux ni dans les prétoires médiatiques, des personnes qui seraient responsables d'un homicide volontaire tel que qualifié par le procureur de la République. Et il s'agit de la mort d'un jeune homme, et je crois que chacun devrait rester aujourd'hui dans ce moment particulier qui est conçu, bien loin de ce que disait Brassens. On ne meurt pas pour des idées de mort lente en France, mais malheureusement, on meurt violemment du fait des coups des extrêmes, et en l'occurrence, osons le mot aujourd'hui, de l'extrême gauche. Vous avez posé la question de cette possibilité de violence, de cette violence politique, donc physique, qui pourrait faire naître ce drame absolument ignoble. Cette violence, elle est consubstantielle, malheureusement, à des groupes d'ultra-droite et d'ultra-gauche que ministre de l'Intérieur après ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau pour la Jeune Garde. Et auparavant, permettez-moi de dire que nous avons été nombreux ici à soutenir l'action qu'on a pu mener lorsqu'on a voulu dissoudre la génération identitaire, les soulèvements de la terre, le mouvement GAL qui était déjà à Lyon, avec des succès parfois relatifs devant la juridiction administrative. Je regrette, monsieur le président Maluret, que lorsque j'ai porté la loi séparatisme dans cet hémicycle, il n'y a pas eu une unanimité, et aussi à droite, pour la voter, qui donnait des dispositions particulières pour dissoudre des associations religieuses, je pense aux islamistes radicaux, mais aussi d'ultra-droite et d'ultra-gauche. Si on avait voté les dispositions de la loi séparatisme à l'Assemblée et au Sénat, nous aurions eu depuis bien longtemps des dispositions juridiques qui nous permettaient d'obtenir les dissolutions de groupes d'ultra-droite et d'ultra-gauche, créant ainsi les reconstitutions de ligues dissoutes, permettant ainsi aux policiers et aux gendarmes d'intervenir et d'interpeller. C'est ce qui nous a permis, me semble-t-il, de pouvoir lutter fortement contre l'islamisme radical. Mais la menace intérieure n'est pas que l'islamisme radical, même si c'est le principal, c'est désormais l'extrémisme qui nous touche, l'ultra-droite et l'ultra-gauche. Et vous avez raison, chacun dans cet hémicycle et ailleurs a une responsabilité particulière, et dès les prochaines élections municipales. Merci. La parole est à notre collègue Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Les sociodémocrates. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. J'associe à cette question Michel Massé, ici à mes côtés, car le Lot-et-Garonne, comme la Gironde, ont été durement touchés par la tempête Nils, suivie de pluies diluviennes, provoquant des inondations d'une ampleur exceptionnelle. Sur le terrain, la situation reste très contrastée. Si elle s'améliore par endroits, de nombreuses communes sont encore inondées et isolées, des routes gravement fragilisées par des immersions prolongées et des infrastructures essentielles endommagées, alors même qu'une nouvelle tempête est annoncée ce soir. Les équipes municipales et les services de l'État sont mobilisés jour et nuit, et je veux les saluer.
Nos élus savent que le régime de catastrophe naturelle ne s'applique pas aux dommages causés par la tempête. En revanche, ils attendent à minima que les conséquences hydrologiques exceptionnelles, inondations, ruissellements, remontées de nappes, soient reconnues rapidement avec une cohérence entre communes voisines. Dans l'immédiat, les collectivités ont besoin d'un soutien financier avec des avances de trésorerie et un assouplissement des règles de cofinancement. Enfin, la situation des digues et de la compétence GEMAPI est critique. Des brèches ont de nouveau affecté plusieurs ouvrages, comme en 2021, alors que des emprunts sont déjà en cours. Le transfert de cette compétence, sans moyens financiers suffisants, fragilise nos communes. En Gironde, les propos tenus par votre ministre de tutelle lundi à Cadillac ont profondément choqué les élus locaux, tant ils traduisent un décalage avec la réalité financière et opérationnelle des territoires. Un soutien pérenne de l'État est indispensable, comme le prévoit la proposition de loi de notre collègue Jean-Yves Roux. Ces catastrophes climatiques ne sont plus exceptionnelles. Alors, Monsieur le ministre, quelle décision de l'État est-il prêt à assumer et avec quels moyens financiers durables pour que nos territoires ne subissent plus, crise après crise, les mêmes dégâts? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé de la transition écologique, Monsieur Lefebvre. Qui va dire Monsieur comme le à l'Assemblée Président, nationale, mesdames et on va messieurs les rien sénateurs, faire. Madame la ministre Nathalie Delattre. D'abord, je tiens à exprimer au nom du gouvernement la solidarité à l'endroit des victimes de cette crue, de ces crues, puisqu'on dénombre à l'heure actuelle 3 décédés et une personne qui est disparue. Et évidemment, des milliers de sinistrés, singulièrement dans votre département en Gironde, dans Lot-et-Garonne, dans le Maine-et-Loire et en Charente-Maritime également. Et je tiens à adresser évidemment un message de remerciement et de soutien à l'endroit de l'ensemble des forces qui ont concouru à aider nos compatriotes, les policiers, les gendarmes, les agents de sécurité civile, les sapeurs-pompiers, les agents du réseau Vigicru qui font un travail remarquable 24 heures sur 24. Et puis, Madame la sénatrice, vous avez raison, évidemment, les élus locaux, et il n'y a pas de politique de prévention ou de réparation qui fonctionne s'il y a l'État d'un côté et les élus locaux de l'autre. Alors oui, merci aux maires qui sont en première ligne. J'étais ce matin avec le maire de Saintes qui m'a relayé concrètement quelles étaient ses préoccupations et comment on pouvait essayer d'y répondre. Comment on peut essayer d'y répondre, Madame la ministre ? D'abord en essayant de tout faire pour aller le plus rapidement possible dans l'indemnisation, en convoquant les commissions de catastrophes naturelles le plus rapidement possible pour que les Français soient indemnisés au plus vite. Ensuite, en continuant à investir aux côtés des collectivités territoriales, notamment à travers les programmes d'action et de prévention des inondations. En Gironde, il y en a 4 qui sont concernés pour des investissements qui sont prévus à hauteur de 36 millions d'euros dans les années à venir, notamment pour réhabiliter la digue d'Ambe en Gironde. L'État tiendra ses engagements et le budget qui sera bientôt celui de la Nation permettra d'avoir les moyens d'y procéder. Ensuite, Madame la sénatrice, il faut aussi, me semble-t-il, que collectivement on réfléchisse à la façon d'être plus résilient. Ces événements vont se reproduire, ils seront de plus en plus importants. Il faut qu'on soit collectivement plus résilient. Et pour cela, l'État ne fera pas seul. Il s'appuiera évidemment sur les collectivités locales que vous représentez et qui ont un rôle majeur à jouer. Madame Delattre. La parole est à notre collègue Laurence Harribey pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Les socialistes. Alors. Merci, Monsieur le Président. La réponse qui vient d'être faite à la question précédente n'est pas vraiment à la hauteur des enjeux. 77 départements en vigilance. La Gironde, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime sont à genoux. Ce n'est pas un micro-événement. C'est la démonstration que les climato-sceptiques sont aujourd'hui hors jeu. Je veux d'abord saluer, bien sûr, les élus locaux, les services de secours, mais aussi les services préfectoraux, le SDIS, l'Enedis, qui jour et nuit ont secouru les sinistrés. Et lorsqu'une ministre vient en Gironde reprocher aux élus qu'ils gèrent mal les inondations et les digues, c'est irresponsable. C'est oublier que le transfert de la compétence GEMAPI s'est fait. C'est oublier que ce transfert s'est fait sans compensation financière ni étude d'impact. Vous répétez souvent le fonds Barnier existe, mais il ne couvre que 30% des travaux. Savez-vous que pour 1 kilomètre de digue, il coûte 1 million d'euros? Alors, question simple, le gouvernement est-il prêt à confirmer ce que nous disent les services préfectoraux sur l'état de catastrophe naturelle? Est-il prêt à lancer un fonds d'urgence? Acceptez-vous de réformer
les mécanismes GEMAPI et de réaffirmer la responsabilité partagée de l'État et des territoires en amont et en aval. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Mathieu Lefèvre, en charge de la transition écologique. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs Alors, je les croyais qu'on avait du sénateurs. respect pour les élus. Madame la sénatrice, merci pour votre question. Vous avez raison, ce n'est pas un événement anecdotique, c'est un événement d'une ampleur exceptionnelle de par sa durée, de par l'ampleur géographique et le nombre de personnes qui sont sinistrées. Et je vous le dis, comme je l'ai dit à Madame la ministre Delatte, les élus locaux sont en première ligne et la nation sait ce qu'elle leur doit dans la gestion des crises, et singulièrement les maires. Et donc je tiens à les en remercier. Et je voudrais vous dire, Madame la sénatrice, que il faut évidemment éviter de pointer des responsabilités dans cette période. C'est une équipe France qui est là au secours des sinistrés avec les élus locaux pour gérer la crise au mieux, pour essayer demain d'avoir des villes qui sont plus résilientes, plus adaptées au changement climatique, parce que vous avez raison, ces événements vont être plus fréquents, plus importants, plus douloureux pour les Français. Et je crois que nous avons collectivement intérêt à travailler de concert pour y parvenir. Et je remercie de ce point de vue le Sénat, à travers la proposition de vos collègues Rouet Rapin, qui va nous permettre demain de simplifier la construction d'ouvrages hydrauliques, qui va nous permettre demain de simplifier pour créer des solutions de désimperméabilisation des sols qui vont être utiles pour prévenir les futures inondations et pour mieux nous protéger. Au plan financier, Madame la sénatrice, il y a des outils très concrets, par exemple la dotation de solidarité exceptionnelle pour les territoires qui sont touchés, s'agissant évidemment des ponts ou des infrastructures de transport, des infrastructures routières notamment, qui peuvent être mobilisées à la main des préfets. Et ensuite, l'État pourra continuer à accompagner les collectivités territoriales au travers des programmes d'action et de prévention des inondations. Je l'ai dit à Madame la ministre Delatte, c'est 36 millions d'euros dans les départements de la Gironde dans les années à venir, près de 10 millions d'euros pour la digue d'Ambe. Travaillons de concert à favoriser ce type de solution. Et en effet, je suis d'accord avec vous, n'opposons pas les uns et les autres, travaillons de concert. C'est le sens de l'intérêt général, surtout dans une crise aussi importante. Madame Harribey. Monsieur le ministre, je pense que la compassion ne suffit pas. Il faut vraiment un changement de référentiel et il faut faire de cette responsabilité devant les aléas climatiques une responsabilité partagée. Et si vous avez besoin d'éléments concrets, je voudrais vous recommander ce rapport qui est issu d'une mission d'information transpartisane de nos collègues Rémy Pointereau, Hervé Gillet et Jean-Yves Roux. Et il faut un certain nombre de propositions, parce que quand le Sénat prend un dossier, il le prend sérieusement. Le Sénat n'est pas simplement sage, il connaît les territoires. Repenser les contributions GEMAPI à l'échelle des bassins, affecter une part de la taxe d'aménagement à la GEMAPI, instituer un fonds de solidarité GEMAPI et prévoir les conditions d'assurance plus équitables. Voilà ce que le Sénat vous propose. Le tout dans le respect du temps de parole. La parole est à notre collègue Marianne Margaté pour le groupe communiste, républicain citoyen écologiste. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, depuis le 29 janvier dernier, le président Trump a décidé unilatéralement d'empêcher toute livraison de pétrole à Cuba. Or, priver une population d'énergie, c'est créer délibérément une crise humanitaire. Ce durcissement du blocus contrevient au droit international et à l'exercice le plus élémentaire des droits humains. L'économie cubaine est paralysée et la population s'approche d'une crise humanitaire majeure en subissant 20 heures de coupure d'électricité par jour, comme le soulignait dès le 4 février le secrétaire général de l'ONU. Récemment encore, répondant au président Stéphane Peu, le Premier ministre qualifiait le blocus américain contre Cuba d'illégal. Il disait également que la France a toujours été auprès du peuple cubain. Cela tombe bien, puisqu'aujourd'hui, le peuple cubain, déterminé et digne, a besoin plus que jamais non seulement de mots justes, mais aussi d'actes concrets, immédiats, qui lui permettront de faire face à la sauvagerie de l'impérialisme américain qui engendre un état d'urgence énergétique. Le 16 février, le ministre espagnol Alvarez s'est engagé à envoyer une aide alimentaire et sanitaire à Cuba. De nombreux pays, dont le Mexique, la Colombie, le Chili, la Chine, le Vietnam, ont le courage de passer outre le diktat du président Trump et apportent une aide à ce pays meurtri. Nous aussi, nous pouvons choisir de ne pas être les vassaux des États-Unis.
D'autant que la France, membre permanent du Conseil de sécurité et désormais puissance caribéenne après son entrée dans la communauté des Caraïbes, ne peut détourner le regard d'un pays voisin dont l'intégrité et le peuple sont ainsi agressés. Monsieur le ministre, la France prendra-t-elle l'initiative d'un soutien humanitaire et énergétique à Cuba, notamment par l'envoi d'équipements photovoltaïques et en mobilisant le groupe EDF pour fournir du matériel énergétique nécessaire à la rénovation des centrales thermiques? Dans l'immédiat, que compte faire la France pour affréter un pétrolier afin de pallier aux besoins les plus urgents? Je vous remercie. Pour vous répondre, alors Jean-Noël, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, merci pour votre question qui va me permettre de rappeler aussi ce que vous n'avez pas fait, ce que la France fait d'ores et déjà pour Cuba et depuis longtemps, puisque la France se tient aux côtés du peuple cubain depuis des décennies qui traverse une crise très profonde. Une crise qui est provoquée, c'est vrai, vous l'avez dit, par les sanctions extraterritoriales auxquelles la France et l'Union européenne s'opposent, car nous ne sommes pas les vassaux des États-Unis d'Amérique. Et c'est ainsi que la France, chaque année, s'oppose aux Nations Unies, le Premier ministre l'avait rappelé, à l'embargo. C'est ainsi que la France a soutenu, dans le cadre du Club de Paris, la restructuration, le refinancement de la dette cubaine, que la France a relancé une ligne de garantie export permettant d'exporter vers Cuba du blé et des équipements pour les centrales électriques permettant d'apporter un soutien à la fois alimentaire et énergétique au peuple cubain. Et c'est ainsi qu'en 2021, après la catastrophe Mélissa, une aide humanitaire est parvenue à Cuba depuis la France. Mais cette crise profonde, le Premier ministre l'avait rappelé également la semaine dernière, ou en tout cas il y a quelques jours, elle trouve ses origines aussi dans les décisions du gouvernement cubain lui-même, avec lequel les autorités françaises et européennes entretiennent un dialogue franc, mais que nous appelons à prendre des mesures d'ouverture démocratique et de respect des droits fondamentaux, à commencer par la protection des lanceurs d'alerte, des journalistes, des artistes, l'établissement de l'indépendance de la justice, le droit et l'accès à un procès équitable. Il serait souhaitable que Cuba puisse aussi ratifier le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été adopté par l'ONU en 1966, que Cuba puisse ratifier le protocole de la Convention de l'ONU contre la torture, que Cuba puisse envisager d'abolir la peine de mort. Donc oui, nous tenons aux côtés du peuple cubain, mais oui, il est important que les autorités cubaines prennent les mesures d'ouverture démocratique qui contribueront aussi à alléger la crise qui pèse sur les épaules de son peuple. Sous embargo, d'accord. Donc c'est quand que les États-Unis vont La signer parole ces est conventions, maintenant notre collègue Pierre-Antoine Lévy pour le groupe de l'Union centriste. Du coup, qui ne respectent pas ces règles-là. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Avant toute chose, au nom du groupe de l'Union centriste, je veux associer aux hommages rendus à Quentin Derenc, à sa famille, à ses proches, à ses amis. Nous adressons nos plus sincères condoléances, à notre solidarité dans cette épreuve insupportable. Rien, absolument rien ne peut justifier que l'on tue un homme parce qu'il défend une autre vision de la société. Ce drame nous oblige collectivement. Monsieur le ministre, de nombreuses questions se posent sur la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur. Les débordements sont devenus récurrents, des enseignants contraints de quitter leur amphithéâtre, des conférences annulées sous la pression de militants, des campus transformés en terrain d'affrontement. Cette violence s'est installée dans une culture de l'impunité que nous avons trop longtemps tolérée. Alors que Sciences Po Paris, en novembre 2024, avait interdit la venue de Mme Brima Hassan, décision validée par le Conseil d'État, comment comprendre que l'IEP de Lyon ait autorisé cet événement dans un climat de tension parfaitement connu? La directrice pouvait-elle ignorer les risques? Ah bah oui. Plus largement, certains responsables politiques, notamment au sein de LFI, soufflent depuis des mois sur les braises de la conflictualité dans nos universités. Les prises de position répétées de Jean-Luc Mélenchon notamment contribuent à légitimer des formes de pression qui n'ont pas leur place dans l'enseignement supérieur. Je salue la circulaire que vous avez co-signée avec Monsieur le ministre de l'Intérieur, demandant aux recteurs et aux préfets d'apporter leur expertise aux présidents d'université. C'est une initiative nécessaire, mais elle arrive après le drame. Monsieur le ministre, cette circulaire sera-t-elle suffisante? De la montée des violences. Aura-t-elle force contraignante? Ou risque-t-elle d'être contestée au nom de l'autonomie universitaire? Les présidents d'université doivent prendre leurs responsabilités et en assumer les conséquences. On voit le niveau abyssal des questions. Quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il prendre à l'égard de l'IEP Lyon et de sa direction? Plus largement, ne faut-il pas encadrer législativement l'organisation de meetings politiques sur les campus,
L'autonomie universitaire ne peut pas être le paravent de l'impuissance publique. Je vous remercie. C'est déjà le cas en Douille. Pour vous Et je reste poli répondre, parce que j'avais un nom la d'oiseau parole est au beaucoup ministre de plus l'Enseignement fleuri. supérieur, M. Philippe Baptiste. Merci, monsieur le Président. Monsieur le sénateur Non, mais Lévy. interdisons LFI, je comme veux ça tous d'abord les problèmes vous dire seront à mon réglés. tour ma tristesse L'extrême droite et ma pourra tuer à colère tout va. devant ce Voilà. drame. Quentin était étudiant à Lyon 2 en sciences des données, sciences du numérique. Et je veux aussi exprimer le deuil de l'ensemble de la communauté universitaire. Poursuivre et condamner les auteurs de cette ignominie est la première des priorités. Elle est indispensable. L'université ne doit pas devenir le lieu de la radicalité systématique. Elle doit rester un espace de savoir, de recherche, de transmission. Elle est aussi un lieu de débat contradictoire vif parfois, mais jamais violent, et fidèle. Elle doit rester fidèle à ses traditions universitaires. C'est ma conviction, c'est celle du gouvernement, et je sais que c'est la vôtre, monsieur le sénateur. Tous les élus de la République peuvent intervenir aujourd'hui à des conférences, et il n'est pas question de l'interdire aujourd'hui par principe. En revanche, lorsque ces conférences présentent des risques sérieux de troubles à l'ordre public, celles-ci ne doivent pas se tenir. Le cadre légal actuel le permet, et j'ai signé lundi, comme vous l'avez souligné, avec Laurent Nunez, une circulaire à destination des recteurs et des préfets qui accompagne les présidents d'université dans leurs prérogatives. C'est en effet sur la base de ces éléments, des éléments qui sont remontés aux présidents d'université, que ces derniers peuvent décider d'interdire telle ou telle réunion. Je rappelle par ailleurs que les faits que nous déplorons tous, les faits graves, gravissimes, n'ont pas eu lieu au sein de l'établissement. Et que Rima Hassan donne des conférences régulièrement, très régulièrement, en dehors des établissements d'enseignement supérieur. Le message que nous envoyons est simple. Nous ne tolérons dans les universités aucun comportement contraire aux principes et aux valeurs de la République. Je prendrai mes responsabilités chaque fois que cela sera nécessaire. Je vous remercie, monsieur le sénateur. Merci. La parole est à notre collègue Ronan Dantec pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, augmentation des quantités de pluie et du nombre de tempêtes l'hiver, renforcement des épisodes de sécheresse l'été, ce que nous vivons correspond exactement à ce que les scientifiques nous avaient annoncé comme conséquence du réchauffement climatique. Nous ne sommes donc plus dans des phénomènes extraordinaires, mais dans la dure réalité du climat français des prochaines décennies, et cela ne peut qu'empirer. Il nous faut donc maintenir tout d'abord l'ambition de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, en faire une priorité de nos stratégies diplomatiques, car l'enjeu est mondial. L'avenir de l'agriculture française, notamment, se joue là, et pas dans le maintien désespéré de modèles de production périmés. Et puis, il faut s'adapter. Le PNAC 3, qui vient d'être publié, a la lucidité d'afficher une trajectoire de référence de plus 4 degrés à la fin du siècle, qui donne l'idée des bouleversements à venir. Mais il faut agir à la hauteur. 2 questions précises, monsieur le ministre. Tout d'abord, en écho au rapport publié hier par le Secours catholique sur les crises climatiques, nous savons que les catastrophes, mais aussi les après-catastrophes, nourrissent les précarités. Aussi, allez-vous, monsieur le ministre, débloquer des moyens d'accompagnement des sinistrés à la hauteur du traumatisme, avance de trésorerie, solutions de relogement, accompagnement psychologique et dans les démarches vers les assurances? Ce sont des besoins réels et urgents pointés par le Secours catholique qui ne seront pas réglés par le seul classement en catastrophe naturelle. Ensuite, il y a l'action publique, monsieur le ministre. Êtes-vous prêt à vous engager aujourd'hui à redonner au régime du fonds Barnier et à la prévention des risques ses moyens dédiés? Il manque aujourd'hui au bas mot 200 millions d'euros payés par les assurés par les surprimes Canac pour la prévention des risques et détournés par Bercy vers le budget général. Monsieur le ministre, il est urgent que cet argent revienne sur les territoires. Le Sénat l'avait demandé et voté. Nous attendons votre réponse. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé de la transition écologique. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Dantec, merci pour votre jour question. Vous avez raison de rappeler que le dérèglement climatique au global, va rendre ces ces événements de plus en plus fréquents, de plus en plus difficiles à gérer et de plus en plus longs et stables dans la durée, malheureusement. Poser 2 questions précises. Je tiens d'abord à vous dire que s'agissant du fonds Barnier, je rappelle qu'il était à 211 millions d'euros en 2017, qu'il est aujourd'hui, grâce
bientôt grâce au budget de la Nation à 300 millions d'euros et qu'il est donc à un niveau historique. S'agissant ensuite des moyens qui sont déployés dans votre territoire, il y a 11 programmes d'action de prévention des inondations qui sont déployés grâce au fonds Barnier en Loire-Atlantique pour 11 millions d'euros. Le fonds vert qui a été créé en 2023 et qui, grâce au Premier ministre, a été rehaussé à 850 millions d'euros, a permis de financer 17 actions dans votre département en matière de prévention des inondations et de stratégie d'adaptation. Donc vous voyez, les moyens sont là. Les moyens sont aussi les moyens du privé, les moyens assurantiels, puisque ce sont essentiellement les assurances qui vont procéder à la reconstruction et à l'aide à la réparation pour les victimes. Et vous me posez une question très précise s'agissant de l'accompagnement immédiat des victimes. Moi, je veux remercier l'ensemble des services de l'État qui, aujourd'hui, aux côtés des maires, mettent en place des services d'urgence, ce qu'on appelle des unités d'accompagnement médicaux et psychosocial dans l'ensemble des communes sinistrées. Je veux remercier également les services de l'État pour le placement des sinistrés dans des gymnases. Toutes les mesures conservatoires sont prises pour aider les Français dans cette période qui est une période difficile. Et je pense que nous avons plutôt intérêt à nous retrousser les manches collectivement pour soutenir l'action de celles et ceux qui font, plutôt que de se dire que nous sommes en incapacité de gérer un tel sinistre. Et puis, monsieur le sénateur, il faut aussi penser la ville de demain. Penser la ville de demain, c'est aussi réfléchir à la façon peut-être de délocaliser certaines activités, évidemment avec l'accord des personnes, et réfléchir à la façon dont on va vers plus de sobriété foncière, qui est évidemment une des clés pour faire face aux inondations à l'avenir. Je vous remercie. Monsieur Dantec, vous avez quelques secondes. Monsieur le ministre, il faut se retroucher les manches, mais pour l'instant, l'État fait les poches du système de la surprime CatNat qui rapporte plus de 500 millions et vous ne redonnez que 300 millions. Vous êtes dans un déni de réalité sur la réalité des besoins sur les territoires. Vous aviez 3 réponses pour nous rassurer, vous ne l'avez pas fait. La parole est à notre collègue François-Noël Buffet pour le groupe Les Républicains. Oh. Après, c'est Roger Carucci, ça va être terrible. Et c'est 2 fois Moussa qui répond, ça va être terrible. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la mort de Quentin Derenc à Lyon, dans ma ville, a été et est un révélateur impitoyable de l'action menée par les groupuscules d'extrême gauche et d'ultra-gauche. Elle démontre, s'il en était encore besoin, que des propos publics haineux peuvent pousser au crime. La procédure pénale établira les responsabilités individuelles naturellement. Il convient de féliciter d'ailleurs la police judiciaire et le procureur de la République pour son travail et les forces de l'ordre. Mais au-delà des responsabilités personnelles, c'est aujourd'hui la responsabilité collective de ceux qui aiment la République qui est interrogée. Car la République ne peut être un refuge pour ceux qui en contestent les principes fondamentaux. Elle ne peut tolérer que la haine et les crimes commis soient érigés en instruments de déstabilisation politique. La France insoumise et ses satellites font de la violence verbale et physique une stratégie de déstabilisation de notre République. Alors, Monsieur le Ministre, comment accepter de laisser rentrer dans nos assemblées nationales ou locales des personnes qui prônent la haine et la violence comme moyen d'action et de déstabilisation? Pour vous répondre, la parole est vous arrivez à tenir Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Darmanin. Merci, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le ministre Buffet. Je veux redire une nouvelle fois, comme j'ai fait pour vos collègues, à quel point, non seulement je sais que vous êtes personnellement touché, vous, le Lyonnais, par les drames qui touchent les confrontations extrémistes dans votre territoire, que vous avez combattu lorsque vous étiez place Beauvau, mais aussi à quel point votre réponse touche au cœur de la démocratie, parce que si la démocratie est un endroit de liberté absolue, c'est aussi un endroit où la faiblesse ne doit pas laisser paraître le moindre signe. Est-il normal qu'un candidat aux élections législatives, déjà condamné pour violence, fondateur d'un groupe ultra-gauche, fiché S, puisque ça a été rendu public par le ministère de l'Intérieur, puisse être éligible et élu? Le président de la République a pris une décision lors de la cérémonie extrêmement touchante visant Ilan Halimi. Il a demandé à son garde des Sceaux, à son ministre de l'Intérieur, de préparer un texte de loi pour vous proposer que toute personne condamnée pour antisémitisme puisse avoir une peine
complémentaire d'inéligibilité. Ah, ça va être Je souhaite que dans le bien débat l'extrême parlementaire droite que qui nous ayons pourra plus ensemble, siéger. nous puissions réfléchir également à ce que toute personne encourageant et étant condamnée par la justice pour ça, bien évidemment, à la violence physique, en raison des idées, en raison du détenu, en raison d'une religion, et je pense notamment aux attaques contre nos compatriotes juifs, puissent également avoir une peine d'inéligibilité, pour que jamais des gens d'ultra-gauche ou d'ultra-droite puissent être naïvement, si j'ose dire, acceptés dans des rangs de formation politique, et que plus jamais, en effet, ni dans nos délibérations locales, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, nous ayons des gens qui jouent contre la République à l'intérieur de la République. Je sais que je pourrais, avec le groupe des Républicains et d'autres ici, faire voter rapidement ce texte pour qu'enfin, plus jamais, des gens comme Raphaël Arnaud, en effet, et ses collaborateurs puissent émettre un doute sur la sincérité de leur engagement républicain. Monsieur Buffet. Merci, Monsieur le garde des Sceaux, pour ces propos. Sachez évidemment qu'à titre personnel, mais je crois pouvoir engager, sans être démenti, notre groupe, que nous serons au rendez-vous de ce projet législatif, que nous l'améliorerons, car nous avons, depuis cette semaine dernière, une responsabilité majeure, supplémentaire, peut-être que certains ressentaient depuis longtemps, mais qui aujourd'hui est au vu du grand public, et nous n'avons pas le droit de reculer. La parole est à notre collègue Roger Karoutchi pour le groupe Les Républicains. Parce que là, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, Quentin est mort des bras de l'ultra-gauche. Mais dans tout le pays, il y a beaucoup de gens qui nient l'autorité de l'État, qui doutent de son efficacité. Le tout dans une espèce de désenchantement démocratique. Comment peut-on d'ailleurs dire à tous les Français qu'ils doivent être rassurés quand des responsables politiques n'hésitent pas à appeler à la violence, à la haine, diffusent des messages antisémites, poussent clairement à la ségrégation, au communautarisme, font élire parce que tout ça, des normalement, députés fichés on peut le faire pour l'extrême droite. crient à C'est le l'intifada principe, dans les tout rues ça, de Paris. On le reproche à l'extrême droite. Comment peut-on blâmer les Français qui doutent quand dans nos universités ou nos instituts d'études politiques, qui devraient être des lieux de tolérance et d'études, on fait de la ségrégation, on organise des conférences, parfois avec des élus ou des représentants favorables au terrorisme. Et il y aura Comment peut-on blâmer les Français toutes les Lyonnaises et les Lyonnais quand la assassinés par délinquance, l'extrême droite quand la au cours de drogue ces 5 dernières touche années. les gens de plus en plus jeunes et sur Voilà. tout le territoire? Aucun Comment mot. peut-on Aucune émotion. blâmer les Français qui doutent quand tous les jours nos valeurs nationales sont critiquées, le sens de la République est attaqué, le sens de l'État correspond à des choses qui doivent être détruites? Non, mais on voit bien Roger Comment Karoutchi qui peut-on, prépare l'union Monsieur le sacrée avec ministre, et l'extrême c'est droite. ça ma hein, voilà. question, comment peut-on ensemble et collectivement, et ça dépasse les clivages politiques, comment peut-on retrouver le sens de ce pays, de la République, de la France? Comment peut-on retrouver le sens de nos valeurs et espérer un avenir commun? Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, au ministre de la Justice, M. Darmanin. Je crois que normalement, après, on Merci, en Monsieur le parlera Président, plus. Mesdames et Messieurs Je les crois. sénateurs, Monsieur le ministre Je vois Karoutchi. plus Moussa après ça. Votre question elle est au cœur de tous ceux qui ont un engagement politique, en tout cas un engagement sincère pour le bien commun, parce que les Français peuvent se poser la question, peut-être avec beaucoup de peine, qu'est-il arrivé à mon pays lorsque la drogue touche les plus petits villages? J'en peux plus. Lorsque l'islamisme radical tue, lorsque les Juifs doivent partir et que de toute la France, rhétorique lorsqu'on est qu'on attaqué emploie pour contre l'extrême droite, sa la sexualité, violence, les morts, par son opinion l'antisémitisme, politique, eh bien, n'est et pas lorsque dirigé manifestement contre le l'extrême poids de droite. corps de la nation ne se met pas sur les bonnes choses. Non, mais on a Je pense que nous basculé. sommes Le plusieurs monde s'est ici dédoublé. à avoir exercé des fonctions ministérielles, vous l'avez été. L'extrême droite serait Et je devenue pense un que nous rempart devons contre travailler l'antisémitisme ensemble, en et effet, contre à la rétablir violence. ce lien de confiance entre Alors que l'autorité de finalement, l'État, celle qui en est protège, l'héritière et l'instigatrice. comme la nation, les plus pauvres d'entre nous et les Français. Je suis au fond du trou, Sinon, là. ils iront vers les populismes, sinon ils choisiront, comme d'autres autour de nous dans d'autres pays européens, la facilité. Et quand on choisit la facilité, malheureusement, c'est toujours au détriment de la solidarité nationale et des nations qui composent la grande nation française. Alors nous devons dire les mots et remettre l'église au milieu du village, si je peux permettre cette expression ici au Sénat.
D'abord, dire que les forces de l'ordre doivent être écoutées, entendues, et que leur voix n'équivaut pas à la voix d'un voleur ou d'un criminel. Et que lorsqu'on dit que la police tue, on s'aperçoit qu'on inverse ces valeurs, et lorsqu'on met en examen, en garde à vue, à peine quelqu'un qui porte l'arme de la République, l'uniforme de la République, pour voir s'il n'a pas l'égalité de parole avec le voleur ou le criminel, on inverse déjà l'autorité de l'État et on touche profondément à la croyance de l'État pour les Français. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas verser les valeurs non plus. Ce qui s'est passé le 7 octobre dernier, par exemple, c'est le plus grave crime antisémite depuis la Shoah. Par une inversion de valeurs, on a eu l'impression, quelques jours, quelques semaines après, que c'était le peuple israélien qui était lui-même exterminateur. C'est aussi lorsque les élus qui prennent des responsabilités, qui prennent des mots forts, ne sont pas soutenus publiquement sur les réseaux sociaux où ils sont, et je pense à tous nos candidats aux élections municipales, particulièrement attaqués parce qu'ils représentent l'État, une part de l'autorité de la chose publique, et que pas grand monde ne les protège ou ne dit un mot. Mais c'est aussi, monsieur le sénateur, il faudra conclure. Lorsque l'État prend des décisions et qu'elles ne sont pas suivies des faits, je pense que pour les Jeux Olympiques, pour sa sécurité, je pense que pour les prisons de haute sécurité, nous avons su montrer l'autorité de l'État. Il faut le faire sur tout et l'ensemble de l'action publique. Je sais que vous le ferez avec nous. Ah, les largesses sur le dépassement. La parole est au président Patrick Kanner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, la parole de l'État engage. Le vote du budget astreint et l'urgence en Nouvelle-Calédonie oblige. Des crédits ont été votés, ils doivent être maintenant débloqués. Chaque jour d'attente aggrave l'urgence économique et sociale. La reconstruction de la Nouvelle-Calédonie après les émeutes de 2024 exige transparence et sens de l'État. Ni l'une ni l'autre ne sont au rendez-vous. La représentation nationale ne dispose d'aucune information précise sur l'avancement des travaux de la mission Durieux. Le Parlement est tenu en marge d'un dossier qui engage pourtant la paix civile et l'avenir d'un territoire de la République. Par ailleurs, le refus de notre proposition de débat 50-1 n'est pas une bonne nouvelle, encore une occasion manquée. Alors cette opacité s'ajoute à l'abandon de l'impartialité de l'État qui animait pourtant les esprits des accords de Matignon et de Nouméa. L'État se doit de rester un arbitre, un garant du dialogue, un protecteur de l'équilibre fragile entre les partis. Un rejet du projet de loi constitutionnelle par le Parlement anéantirait le travail patient de concession réciproque et d'esprit de consensus porté par ceux qui ont permis la signature de Bougival. Cet accord, sans être sanctuarisé, reste le socle de référence pour les discussions à venir. Mais au lieu de renouer avec la recherche de compromis, vous vous êtes enfermé dans un calendrier intenable qui repousse les élections provinciales pour la 4e fois et va jusqu'à prévoir la tenue d'un congrès à Versailles le 13 avril. Alors, Madame la Ministre, vous ne pouvez pas mettre en péril la construction d'un accord politique en imposant votre calendrier. On ne décrète pas la confiance, on ne force pas le consensus. Le Congrès calédonien demande encore et toujours la poursuite du dialogue. Il faut le respecter. Madame la Ministre, dans l'intérêt supérieur de la Nouvelle-Calédonie, comment comptez-vous sortir de l'impasse désespérante qui est en train de se profiler? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Kanner. D'abord, vous avez dit quelque chose de très juste et qui a été repris dans la tribune que vous avez publiée, c'est que le processus de Bougival, il est utile. Il ouvre un chemin, mais il doit être sécurisé et juridiquement et politiquement, c'est vrai. Et vous avez raison aussi de ramener ce débat à la situation du territoire. La Nouvelle-Calédonie est en difficulté, avec un chômage qui progresse, avec encore des tensions, avec une activité économique qui recule. Et donc nous devons, aux Calédoniens, d'apporter des réponses, stabilité politique, redressement économique. C'est ce que nous proposons. C'est l'accord de Bougival, complété par Élysée Oudinot, et c'est le pacte de refondation économique et sociale, qui est l'ambition du Premier ministre, dont il avait déjà fait état au moment de sa déclaration de politique générale. 2 milliards d'euros d'investissement, dont 1 milliard en 2026, pour répondre à l'urgence sociale, pour répondre au soutien nickel, pour répondre à la question de l'attractivité économique. Monsieur le Président Kanner, le débat va évidemment se poursuivre à partir de la semaine prochaine. La première brique a été posée avec l'adoption ce matin en commission des lois du projet de loi constitutionnel. Je remercie la présidente Jourda, la rapporteure Canaillé et l'ensemble des sénateurs qui ont contribué à alimenter la réflexion. Et nous continuerons à le faire d'ailleurs à partir de la semaine prochaine en séance publique. Je serai dans une méthode d'écoute attentive. Moi, je souhaite qu'on puisse continuer à progresser. Et je serai notamment à l'écoute des amendements qui viendront sécuriser les dispositifs ou qui viendront rassurer ceux qui ont encore des doutes sur la question. Sur
Le report des provinciales, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs hier en audition, reporter des élections n'est jamais une solution satisfaisante, mais c'est une nécessité. Je crains que d'organiser des élections au mois de juin prochain ne ravive des tensions. Nous serions en plein milieu d'un procédé institutionnel qui ne serait pas abouti, qui pourrait fragiliser le territoire, raviver des clivages. La perspective du mois de décembre, elle est intéressante parce qu'elle permet au processus d'aller jusqu'au bout et elle permet aussi d'avoir un cadre politique qui soit clarifié. Mais nous continuerons à avoir ces débats à partir de mardi prochain. Le Premier ministre, Monsieur le Président Kanner, sera présent. Il sera là, dans la discussion, et il pourra répondre. C'est un signal important, je crois. C'est d'abord l'engagement de l'État plein et entier sur le dossier calédonien. Et c'est aussi le signal que nous respectons, nous entendons les sénateurs et nous les associons à chaque étape. Et nous pourrons apporter davantage de réponses, à la fois sur l'aspect institutionnel et sur l'aspect économique, pour répondre, Monsieur le Président Kanner, à vos interrogations. Président Kanner. Madame la ministre, vous avez lu notre tribune parue hier soir dans un grand journal quotidien. Nous l'avons dit, il n'y aura pas de solution durable en Nouvelle-Calédonie sans un accord consensuel et inclusif. Alors, avec beaucoup d'humilité, Madame la ministre, lucidité et responsabilité, vraiment, nous vous demandons d'être à la hauteur de l'enjeu pour sauver les habitants du Caillou. Merci. La parole est à notre collègue Sylvie Valente-Lehir pour le groupe Les Républicains. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, qui n'est pas là, ma question porte sur la proposition de loi relative à l'impact environnemental de l'industrie textile dite fast fashion. Désigné rapporteur en avril 2024, l'examen du texte paraissait imminent. Nous sommes aujourd'hui près de 2 ans plus tard, toujours dans l'attente de son aboutissement. Notre Assemblée l'a adopté à l'unanimité le 2 juin 2025. Depuis, plus rien, alors que la liste des enseignes qui baissent le rideau ne cesse de s'allonger mois après mois. Une commission mixte paritaire nous avait été annoncée pour l'automne 2025. Le constat est sans appel. Tous les groupes politiques reconnaissent la nécessité d'encadrer ces pratiques commerciales qui inondent notre marché de vêtements à bas coût, produits dans des conditions sociales contestables et à l'empreinte environnementale considérable. Avec la médiatisation de cette poupée de l'horreur, le gouvernement a multiplié les déclarations et les initiatives pour dénoncer ces pratiques immorales autant que déloyales de certaines plateformes, notamment Shein. Vos services évoquent des échanges en cours avec la Commission européenne afin de sécuriser juridiquement le dispositif. Le président Longeau vous a saisi par courrier le 15 janvier dernier pour obtenir la communication de ces échanges. Dans un souci de transparence et de respect du travail parlementaire, à ce jour, aucune réponse. Ceci nous interpelle. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a-t-il véritablement entendu le cri d'alarme des professionnels de la filière textile? Il y a urgence. Nous ne pourrons pas feindre l'empathie alors que nous avions les outils pour les sauver. À quand une CMP? L'absence de communication dénote-t-elle d'un mépris, d'un désintérêt? Merci. J'allais dire, elle est bien Pour énervée. vous répondre, la parole est au ministre des Attention, Petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Monsieur Papin. La colère tranquille du Sénat. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, Madame la rapporteure. Je voulais vous remercier d'abord pour votre engagement, ainsi que celui de Madame la députée Anne-Cécile Violent. L'adoption à l'unanimité de ce texte dans les 2 chambres témoigne en effet d'une mobilisation rare et forte. Toutefois, je reste vigilant. Cette proposition de loi doit défendre nos entreprises, nos consommateurs, notre environnement sans pénaliser ceux qui créent des emplois et de la valeur sur notre sol. Ce sera en effet un paradoxe de pénaliser ceux aussi que l'on veut protéger. En collaboration avec vous, nous avons répondu aux avis de la Commission européenne début février de manière ferme, unie et co-construite. Nous y défendons les propositions de la PPL au regard du droit européen. Les discussions se poursuivent
avec la Commission européenne. Vous y serez associés, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, et nous gardons pour objectif, en lien avec le ministre chargé des relations avec le Parlement, l'organisation donc d'une CMP au printemps. Nos actions portent leurs fruits. Hier, la Commission a ouvert une enquête sur Chine. Suite à nos signalements, c'est une avancée majeure. Face à une concurrence déloyale, Madame la rapporteure, face à du dumping, nous ne resterons pas spectateurs. Notre industrie textile ne sera pas sacrifiée. Et je voulais profiter aussi de la parole que j'ai devant le Sénat pour dire que l'on voit aussi, vous voyez, des exemples de signes qui sont en offensif, parce que là je parle du défensif, et je voulais signaler au Sénat la création de l'atelier du tricotage de chaussettes qui s'appelle La Belle Paire et qui met en commun le panache du slip français et le savoir-faire de Brousseau Textile à côté de Limoges, afin de rendre accessible à tous les Français des produits de qualité. Merci. La parole est à notre collègue Anne-Catherine Loisier pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Madame la ministre de l'Aménagement du territoire, moi je voudrais revenir sur ces intempéries sans précédent en violence et en étendue qui frappent notre pays depuis plusieurs jours. Et rappeler que nous déplorons déjà 3 morts et 1 disparu. Plus de 80 départements impactés, plus de 175 cours d'eau et des dégâts qui sont d'ores et déjà considérables, puisqu'on évalue les dégâts de la tempête Nils à plus de 1 milliard, entre 20 et 30 milliards pour les 250 000 foyers sinistrés et des pertes économiques malheureusement en devenir avec des usines, des commerces paralysés, des surfaces agricoles non exploitées. Dans ce contexte, eh bien, ce sont les collectivités locales et les élus qui sont en première ligne et qui vont devoir engager rapidement, être aux côtés de nos concitoyens, mais engager rapidement et sur le long terme de lourds travaux, notamment en matière de restauration des cours d'eau, de gestion des embâcles, d'aménagement hydraulique, dans le cadre des compétences qui ont été évoquées, GEMAPI et PAPI. Ces élus locaux, Madame la Ministre, ces responsables des syndicats de bassin, des syndicats versants, ils sont inquiets aujourd'hui d'une remise en cause de l'éligibilité de leurs travaux au fonds de compensation de la TVA. Madame la Ministre, pouvez-vous donc nous confirmer le soutien financier de l'État à ces communes et à ces intercommunalités pour tous ces travaux qui vont devoir être engagés en urgence, nous indiquer si une évolution des dotations est envisagée sur les fonds qui ont été évoqués, fonds Barnier, PAPI, DETR et autres. Et au-delà, cette situation nous renvoie sur la question de l'assurabilité des collectivités locales et sur les risques systémiques en cas d'événements majeurs comme ceux auxquels nous sommes de plus en plus souvent confrontés. Donc, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire où en est la carte de l'assurabilité des territoires et les mesures qui doivent l'accompagner ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, Madame Françoise Gatel. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier, Mesdames et Messieurs les sénateurs, comme mon collègue Mathieu Lefèvre, tout à l'heure, je voudrais d'abord exprimer ma gratitude et vraiment mes remerciements à l'ensemble des personnels de l'État, des SDIS, de tous les services et les élus municipaux qui sont sur le front aujourd'hui de l'eau, sur un front qui dure et qui est difficile à gérer parce qu'il y aura aussi l'après-crue. Et je pense aux victimes de ces catastrophes climatiques. Vous l'avez dit, cela a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure, les catastrophes climatiques aujourd'hui ont une occurrence très importante et une importance considérable et se pose la question de la prévention et se pose la question du remboursement. Alors l'État a fait plusieurs choses. D'abord, il y a eu ce travail qui a été réalisé par Jean-François Husson et complété par la mission d'Alain Chrétien sur l'assurabilité des collectivités qui peinent. Aujourd'hui, un médiateur des assurances existe, on y a recours et je n'ai pas connaissance de difficultés insurmontables pour les collectivités, même si je sais qu'il y a parfois des franchises très élevées. Deuxièmement, suite aux catastrophes qui sont intervenues dans le sud-est de la France et notamment dans le département de Jean-Michel Arnaud, l'année dernière, nous avons revu
les conditions de la DSEC, cette dotation qui va vers les collectivités victimes de catastrophes climatiques. Nous l'avons presque doublée dans le PLF 2026, puisqu'elle est aujourd'hui à 70 millions, et c'est important. Enfin, sur le FCTVA, pour les dépenses qui sont éligibles, nous avons simplifié les choses, puisque le décret déclenchant le remboursement des travaux au titre du FCTVA ne nécessite plus de décret, il a été supprimé, et nous pouvons consentir jusqu'à 70% du montant du remboursement en avance de trésorerie. Enfin, votre dernier point, Madame la sénatrice, porte sur des dépenses qui ne sont pas éligibles aujourd'hui. Moi, j'invite le Sénat à faire une mission d'évaluation des besoins et des conditions sur lesquelles il faudra réfléchir. Je vous remercie. Ah, j'invite le Sénat à faire mon travail, c'est pratique ça. Moi aussi, Je crains avoir compris, Madame la Ministre, et je le porte à la connaissance de tous les élus de France responsables des syndicats de rivière, que leurs travaux ne seront donc pas éligibles au FCTVA. Non mais ça c'est pratique. Hein. Allez, faites mon boulot. La parole est à notre collègue Jacques Grosperrin pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors que la liste des victimes en milieu scolaire s'allonge, j'ai une pensée pour les familles de Samuel Paty, Dominique Bernard, Agnès Lassalle, mais également Mélanie, Camélia, Lorraine, mais aussi tout mon soutien, tout notre soutien à cette enseignante poignardée à Sanary le 3 février par un élève de 14 ans. Suite à ce drame, Monsieur le Ministre, vous avez le 12 février écrit une lettre aux parents des élèves de France appelant à un sursaut collectif, et vous avez eu raison. L'État ne peut pas tout et les parents doivent être associés à cette lutte contre les violences. Je regrette néanmoins que certains enseignants l'aient perçue comme une leçon de morale qu'elle dénie. Mais par contre, l'État peut et doit, lorsque vous déclarez qu'entre mars et décembre 2025, 525 élèves ont été interpellés avec une arme blanche au sein de l'établissement. C'est glaçant. Combien d'agressions ont pu être ainsi évitées? L'État peut et doit, quand le président de la République fait la promesse non tenue de sanctuariser l'école. Mais c'est un sujet transversal. Quand est-ce que le gouvernement présentera une action concertée entre l'éducation nationale, l'intérieur, la justice, pour établir l'ordre, la sérénité, mais surtout la sécurité dans nos établissements scolaires? Monsieur le ministre, il y a urgence. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Édouard Geoffroy. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Monsieur le sénateur Grosperrin. D'abord, évidemment, je me joins à vos pensées pour notre collègue qui a été poignardé, dont l'état de santé, je le dis ici parce que vous avez été nombreux à me poser la question, s'améliore progressivement. Donc voilà, on continue évidemment à avoir un suivi très très attentif. S'agissant des éléments que vous mentionnez, c'est-à-dire de la montée de faits d'extrême violence, pour moi, il y a deux réponses. Il y a d'abord une première réponse qui est celle de la fermeté absolue. Contrôle et fouille des sacs aux alentours des établissements, fermeté absolue. 1500 contrôles par mois jusqu'à présent. On a encore densifié depuis 10 jours avec le ministère de l'Intérieur autour des établissements. Vous l'avez dit, 525 couteaux trouvés dans ce cadre-là, mais 1636 conseils de discipline avec exclusion des établissements menés depuis la même période parce que des élèves s'étaient introduits dans des établissements avec des couteaux. Donc la fermeté, elle doit être absolue. Au-delà de ça, nous avons un tabou qui est tombé. Et très clairement, je pense qu'il faut, pour être clair, restaurer un tabou. Ce tabou, c'est qu'on ne touche pas à une figure dans la République. On ne touche pas à un personnel d'éducation nationale, on ne touche pas à un professeur, point. Et ce n'est pas négociable, et ceux qui le font doivent être sanctionnés, et dans le cadre scolaire, et dans le cadre de la justice. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on détecte un élève qui a un couteau, ou chaque fois qu'un parent aujourd'hui se permet d'avoir des menaces ou de porter des coups, évidemment, on accompagne le personnel, évidemment, on déclenche la protection fonctionnelle, mais évidemment aussi, on fait les articles 40 auprès des procureurs où on porte plainte. L'autre élément, c'est évidemment la jambe éducative. Parce qu'en réalité, cette extrême violence, elle trouve, comme d'autres extrêmes violences dont on a eu l'occasion de parler, ses racines dans un terreau. Et ce terreau, c'est celui d'une violence ordinaire. Et là-dessus, il faut très clairement, entre élèves, avec vis-à-vis des personnels, etc. Et là-dessus, il faut qu'il y ait une action, effectivement, main dans la main, parce que ça s'appelle la coéducation avec les parents. C'est pour ça que je leur ai écrit. Globalement, d'ailleurs, j'ai des retours qui sont, j'allais dire, assez intéressants aussi sur cette démarche. Mais parce que si l'un des deux maillons de la chaîne lâche, en réalité, c'est la chaîne éducative qui lâche. Et notre promesse, c'est bien de garantir à chaque élève les meilleures conditions d'apprentissage et donc que l'école reste, si ce n'est un sanctuaire, du moins un abri. Merci.
Monsieur Grosperrin. Ah bah. Merci, Président. Merci, bah, Monsieur Gérard. le ministre. Si un tabou est tombé, je crois qu'il faut continuer en tout cas à rester à terre, parce qu'il est de votre responsabilité, bien sûr, et de votre administration, en tout cas, de restaurer ce choc d'autorité à l'école, ce choc de confiance pour permettre aux parents d'accepter et puis d'être en confiance lorsque les enfants vont à l'école. Et puis la sécurisation des établissements, vous en avez parlé, mais je crois qu'il y a un problème sur la détection aussi des profils d'élèves à risque. Il faudra ouvrir le débat sur les fouilles, sur la détection des métaux, peut-être sur la présence policière dans certains établissements, et bien sûr de revoir la législation sur les mineurs afin qu'elle joue un rôle dissuasif réel. N'oublions pas que la République se juge à sa capacité de protéger ses concitoyens. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Hélène Conway-Mouret pour le groupe socialiste et économique. Il me paraît infernal cette séance aujourd'hui. Oh, eh ben, courage à toi. Hein. Oh là là, ma pauvre. Le 24 février 2022, la Russie lançait contre l'Ukraine une offensive qu'elle croyait foudroyante, destinée à des gains territoriaux, mais surtout à la soumission de son peuple. Mais l'Ukraine a résisté, c'était sans compter sur la résilience d'une nation entière, sur l'engagement, le courage et la détermination de ces femmes et de ces hommes, dont plus de 60 000 servent aujourd'hui dans l'armée. Depuis 4 ans, l'Ukraine est centrale à toutes les discussions à la conférence de Munich sur la sécurité parce que centrale à l'avenir de l'Europe. Cette année encore, j'ai entendu des témoignages glaçants, celui de ce soldat ukrainien torturé, brisé dans sa chair et traumatisé à vie, celui de cette femme officier blessée mais qui retournait au front, autant de rappels de la réalité de la guerre qui détruit des vies et anéantit un pays. C'est précisément parce qu'elle lutte pour sa survie que l'Ukraine s'est transformée en un temps record, en innovant et développant ses drones, ses systèmes adaptifs, sa logistique de combat avec ses succès en mer Noire et opérations audacieuses sur le sol russe pour faire de son armée la plus expérimentée d'Europe. Pendant ce temps, la Russie a externalisé sa guerre en se fournissant à l'étranger en hommes et en équipements, et l'Europe a enfin compris que la paix future du continent passée par l'Ukraine. Alors la semaine dernière, le Parlement européen a approuvé un prêt de 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine pour renforcer ses capacités de défense, après les 165 milliards d'euros d'aide européenne déjà apportés. L'Europe soutient aujourd'hui à 100% les efforts de guerre ukrainiens. Alors, Madame la Ministre, quelles leçons avons-nous tirées de cette guerre qui a mis en lumière l'insuffisance des stocks d'armes européens et une grande dépendance énergétique et militaire vis-à-vis de pays tiers? Où en sommes-nous dans le processus de réarmement de l'Europe qui doit produire en masse et non plus principalement des équipements haut de gamme pour l'export et surtout apprendre à concevoir, produire, acheter et vendre en Europe? Enfin, la France a été active sur le plan diplomatique en réunissant la coalition des volontaires plusieurs fois à Paris, mais nous sommes aujourd'hui absents des négociations à Genève alors que la Russie maintient ses exigences maximalistes que semblent soutenir les Américains. Madame la ministre, comment passer de notre rôle de spectateur dans ces négociations à celui de véritable acteur de la paix? Je vous remercie. En réalité, pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Madame Alice Ruffaut. Vous avez la parole. Sans rien du jour au lendemain. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, 4 ans en effet de guerre d'agression russe contre l'Ukraine, sous voûte nucléaire, menaçant directement les intérêts européens, avec une escalade permanente, qu'elle soit militaire, diplomatique, verbale, hybride, dans tous les domaines de la conflictualité. 4 ans, vous l'avez rappelé, que l'Ukraine résiste brillamment, avec notre soutien, avec un courage qui force l'admiration. 4 ans que nous sommes à leur côté, et j'en profite pour saluer le rôle de la diplomatie parlementaire qui, à Kiev, est très active, je le sais. Quelles leçons tirons-nous? D'abord, la Russie n'a pas atteint ses buts de guerre. Son but de guerre était de soumettre l'Ukraine, et puis de diviser l'Europe, de la fracturer, de nous empêcher d'avancer et de nous paralyser pour récupérer sa sphère d'influence qu'elle estime historique. Elle n'a pas réussi dans ce dessein, elle n'a pas réussi parce que l'Europe a fait front, parce que l'Europe a tenu bon avec l'Ukraine. En faisant, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire en immobilisant les avoirs gelés, en créant la coalition des volontaires, en faisant aujourd'hui pression sur la Russie à travers des actions notamment sur la flotte fantôme et évidemment en se réarmant. Quelles que soient les conclusions des négociations qui sont menées, quelle que soit l'action des États-Unis,
il faudra que les Européens soient autour de la table si nous voulons qu'il y ait une paix robuste en Ukraine. Parce que ce sont les Européens qui aujourd'hui fournissent le soutien à l'Ukraine et le financent. Parce que ce sont les Européens qui sont prêts à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. Et parce que de la manière dont se terminera le conflit en Ukraine dépendra à long terme la sécurité de l'Europe. Donc vous pouvez compter, Madame la sénatrice, sur notre engagement, celui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, celui évidemment du ministère des Armées, pour réarmer l'Europe de manière à ce que le soutien à l'Ukraine et son intégration au fond dans la défense de l'Europe et dans la future architecture de sécurité européenne soit totale. J'ajoute, puisque vous l'avez très justement signalé, que l'Ukraine a beaucoup à nous apporter. Nous venons de signer un accord de coproduction, en particulier sur les drones, où effectivement l'Ukraine a un temps d'avance. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Micheline Jacques pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, vous le savez, les équilibres géopolitiques sont bouleversés, y compris dans la Caraïbe. À juste titre, la France a soutenu la création d'une force de répression des gangs adoptée par la résolution 2793 de l'ONU afin de sécuriser Haïti. Au Sénat, l'adoption d'une résolution a soutenu cette approche. Enfin, la France a également œuvré à la consolidation et au renouvellement du mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Notre contribution à cette force de répression des gangs serait donc logique compte tenu du rôle déterminant de la France dans sa constitution et au regard de la place qu'occupe la diplomatie française en Haïti. Mais alors même que les États-Unis sont ouverts à l'idée d'une participation de la France à la force de répression des gangs en matériel et en officiers, la France ne donne pas suite. Il s'agit pourtant d'une mission sur mesure, format appelé à se généraliser s'agissant des interventions onusiennes, qui offre donc une occasion d'observation et d'expérience de cette nouvelle forme de maintien de la sécurité. Certes, la France soutient largement la police nationale et les forces armées haïtiennes, mais avec 5 territoires français dans la zone, une présence militaire au sein de la force de répression des gangs serait un signal fort, également au bénéfice de l'armée française. La Martinique a rejoint la CARICOM et Saint-Martin s'apprête à faire de même. Depuis l'intervention des États-Unis au Venezuela, tout se passe comme si la France n'était pas présente dans la zone des Amériques à travers ses outre-mer. Monsieur le ministre, entendez-vous proposer une contribution à cette force de répression des gangs? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, monsieur Jean-Noël Barrot. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Micheline Jacques. Vous l'avez rappelé, Haïti est confronté depuis plusieurs années maintenant à une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent. Et le retour d'Haïti à de meilleures conditions de sécurité fait partie des objectifs de la France, nation Caraïbe. Mesdames et Messieurs les sénateurs, en avril 2025, vous avez adopté une résolution sur ce sujet qui invitait à favoriser la restauration de la sécurité en Haïti. Cette résolution avait d'ailleurs été signée par l'ensemble des groupes politiques qui traduisent un large soutien du Sénat à la population haïtienne. La France récemment a pris acte de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition le 7 février 2026, conformément aux dispositions de l'accord politique du 3 avril 2024. Elle salue la transmission ordonnée du pouvoir exécutif par le président Laurent Saint-Cyr au Conseil des ministres sous la direction du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Nous apportons notre soutien aux nouvelles autorités intérimaires dans leur effort pour rétablir la sécurité et saluons les améliorations de ces dernières semaines. La France soutient d'ores et déjà et continuera à soutenir les forces armées haïtiennes. La France a appuyé la mise en place de la force de répression des gangs au Conseil de sécurité et en versant une nouvelle contribution au fonds d'affectation spéciale à hauteur de 3,5 millions d'euros. Les 6 000 policiers, 5 500 et soldats attendus devraient être déployés progressivement en Haïti en avril et septembre. Et nous souhaitons vivement que ce déploiement permette de sécuriser l'ensemble du pays et de garantir ainsi à terme les conditions nécessaires pour l'organisation des élections. Nous continuerons notre engagement aux côtés d'Haïti. Vous savez qu'en 2025, comme en 2024, la France a mobilisé près de 40 millions d'euros, dont 16 ou 17 pour l'aide humanitaire, 17 pour l'aide au développement et 4 pour la sécurité.
Madame Jacques. Il s'agit de mobiliser 2 voire 3 officiers militaires. Comment comprendre qu'une puissance militaire comme la France ne puisse pas libérer 3 officiers alors qu'elle a des intérêts dans la zone? Pour que les Outre-mer ne soient pas la risée des autres membres de la CARICOM, il me semble que c'est une position qui mérite d'être considérée. Merci. La parole est à notre collègue Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, le projet de loi de fraude est inscrit à l'Assemblée nationale le 24 février prochain. Bon, c'est pas le grand soir, mais enfin, faute de grive. Alors, parmi les secteurs de fraude et de blanchiment, des entreprises éphémères, cheval de Troie de la criminalité organisée, comme chacun sait, on connaît les réseaux de plombiers roumains, le BTP, la restauration, le petit 25 milliards de fraude à la TVA, petit carrousel, on connaît ça par cœur. On connaît moins, Monsieur le Ministre, le secteur des VTC, petite opération CM1. On comptait en 2025 93 027 chauffeurs, dont 50 095 travaillent via des entreprises éphémères. Avec 101 millions de courses par an, on estime à 55 millions le nombre de courses qui passent par ces entreprises éphémères, avec une moyenne à peu près de 23 €, soit une petite fraude de 1 200 000 000, alors que l'URSSAF réclame à Uber et Uber seulement 1,7 milliard d'URSSAF. Alors, aussi insuffisant soit-il ce projet 2024, Monsieur le Ministre, nous avons renforcé ce projet au Sénat. Il y a des amendements de suppression des articles 8 et 8 bis que nous avons renforcés. Donc ma question est assez simple. Allez-vous conforter les avancées du Sénat sur ce texte, à la fois sur les VTC, mais aussi contre la fraude sociale, avec des avancées portées par notre collègue Olivier Henno et notre groupe? Et enfin, allez-vous changer de logiciel dans la lutte contre le blanchiment d'argent? Pour répondre, la parole est au ministre du Travail et des Solidarités, Monsieur Jean-Pierre Farandou. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, on connaît votre engagement et votre expertise en matière de lutte contre la fraude et en termes de blanchiment. Donc voilà, vos remarques sont toujours pertinentes, on les écoute avec beaucoup d'attention. Il faut le dire, il faut le dire. Je voulais vous rassurer, Madame la sénatrice. Le gouvernement s'engage dans ce projet de loi en interministériel d'abord, et vous avez soulevé un sujet que nous partageons avec le ministre des Transports, et nous sommes déterminés à prendre le mal par la racine. Parce que frauder, au fond, ou réagir à la fraude, ça participe au retour d'un État fort, d'un État qui fait respecter le droit, qui fait respecter les règles. Et un État fort qui fait respecter les règles en luttant contre la fraude, il protège. Il protège les entreprises parce que la plupart des entreprises respectent les règles. Il faut être clair. Malheureusement, il y en a quelques-unes, et vous en avez cité, ces entreprises éphémères, qui trichent avec les règles. Et c'est anticoncurrentiel. À la fois, ça prive de l'argent de la sécurité sociale et ça constitue un élément de concurrence déloyale. Donc il faut bien sûr s'attaquer à ces entreprises, entre guillemets, entreprises éphémères qui disparaissent dès qu'on les regarde un peu trop près. On a d'ailleurs des dispositifs, vous le savez, en termes de flagrance, pour bloquer leurs comptes dès qu'on a des soupçons, pour justement accroître notre capacité non seulement à lutter contre ces entreprises et à récupérer l'argent, parce qu'elles nous doivent de l'argent, elles doivent de l'argent à notre collectivité. C'est aussi protéger les jeunes qui se retrouvent parfois dans des entreprises de formation un peu douteuses, qui profitent de leur naïveté, qui font plus de marketing que de formation. On le sait, on veut pouvoir s'attaquer aussi à ces officines de formation qui n'ont rien à faire dans notre dispositif pour éduquer notre jeunesse. On veut aussi que les salariés, dans le travail dissimulé, reçoivent versent des cotisations. Sinon, à nouveau, qu'est-ce qu'on va faire dans quelques années? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là, qui n'auront pas de droit à la retraite? Donc, vous le comprenez, nous sommes déterminés. Alors, sur le processus de la loi, oui, je veux rendre hommage au Sénat, qui effectivement a renforcé le premier projet de loi qui lui a été proposé, puis je crois que le nombre d'articles est passé d'une vingtaine à une centaine. Donc oui, je veux souligner le travail collectif où le Sénat a voulu montrer qu'effectivement, il fallait mettre de la détermination dans la lutte contre la fraude. Nous y serons attentifs. Ce qu'on veut faire sur l'article 8, c'est au contraire le protéger. Il y a un petit débat juridique sur notamment l'alinéa 20 sur lequel il faut regarder. On va conclure. Comptez sur nous pour le protéger. En tout cas, vous l'avez compris, nous sommes déterminés à faire de ce projet de loi une véritable opportunité à lutter contre la fraude sociale. Il en est temps, nous sommes prêts à le faire. Madame Goulet. Ouais, Monsieur le Ministre, le compte n'y est pas. Ouais, bon, d'accord. Il n'y a rien dans le texte prévisionnel, l'agenda prévisionnel du gouvernement sur la fraude et aux grandes dames de nos finances publiques. Le blanchiment, c'est 50 milliards d'euros avec 2% de recouvrement. Donc vous voyez qu'on peut quand même faire des progrès. Moi, je vous propose de mettre à l'ordre du jour d'urgence la PPL de notre excellent questeur sur les pouvoirs de la Grasque, de mettre également la PPL 877 contre les entreprises éphémères que nous avons votée ici à l'unanimité à l'initiative du groupe centriste et qui a été votée à l'unanimité. Mais il paraît
que vos services n'en veulent pas. Moi, je voudrais savoir qui fait la loi dans ce pays. Ça s'énerve, dis donc. Sur cette interrogation, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 pour l'examen de 3 conventions internationales examinées selon la procédure d'examen simplifiée, puis de la suite du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche. La séance est suspendue. Est-ce que c'est bien ce que je comprends? Je ne sais pas. Dans le doute, voilà. C'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. De toute façon, je ne vais pas me répéter. J'ai tout dit pendant cette séance. Concrètement, j'observe un Sénat qui aujourd'hui a eu un niveau abyssal. Pas une once de respect envers des personnes qui auraient dû le recevoir. Mais voilà, écoutez, hein, on touche le fond, hein, j'ai envie de dire. Vivement les sénatoriales, hein, j'ai envie de dire. YouTube, on va pas durer plus longtemps. Si, par miracle, tu venais à avoir apprécié cette VOD d'une quelconque façon, déjà, n'hésite pas à me le dire dans le commentaire. Si, quel est le truc qui, toi, t'a fait apprécier la séance? Parce que moi, je vais chercher longtemps, là, une fois que j'aurai coupé le live. N'hésite pas, bien sûr, à la liker et à t'abonner si tu ne veux pas rater la suite du contenu, qu'il soit politique, pédagogique ou vidéoludique. C'est très important pour moi, c'est très important pour la santé mentale aussi. Ah ouais, parce que je ne vais pas vous mentir, je suis très largement éprouvé après ces 2 séances-là. YouTube, je te dis à très bientôt, en meilleure forme, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien, voilà. Amusez-vous bien et ciao tout le monde.